To avoid fainting, keep repeating. It's only a movie. Only a movie. Only a movie. Take as much as you can. Only a movie. Voilà, nous revoilà avec la deuxième partie de la carrière de William Castle. Et là, ça y est, on entre dans la période des gimmicks, on entre dans le vif du sujet. Donc son prochain film, c'est un film de 1959 qui s'appelle The House on the Haunted Hill. Et honnêtement, je pense être assez accurate avec le nombre de films qu'il a fait, mais on n'est jamais à l'abri. Si ça se trouve, il en a fait 3 entre-temps. Hein. Parce que parfois, vraiment, j'en découvrais des nouveaux dont il parlait même pas dans son autobiographie, mais il en avait chié 4 entre-temps. Enfin bref, là, je pense pas. Donc il a fait The House on the Haunted Hill, qui met en scène Vincent Price pour la première fois dans un film de William Castle. Et c'est drôle, c'est un pitch qui ressemble vraiment un peu à The Haunting of Hill House ou Scary Movie 2. Tu sais, c'est un homme riche qui invite ou 3, je sais plus. C'est un homme riche qui invite des inconnus à passer une nuit dans une maison hantée contre une somme mirobolante. Et là, le gimmick de ce film s'appelle Emergo. Et c'est là qu'il commence à mettre des O à la fin, des noms, des gimmicks. Donc il y a une scène où Vincent Price manipule un squelette un peu comme une marionnette. Et ce qu'il a fait, c'est que à côté de l'écran, dans l'ombre, il y avait un squelette gonflable tenu par des câbles au plafond qui, au moment de cette scène, surgissait entre guillemets, derrière l'écran et volait au-dessus du public. Donc, il s'appelle Emergo. Parce que du coup, leur donner des noms, ça faisait qu'ils pouvaient les mettre sur l'affiche. Donc, The House... Featuring Emergo. Voilà, featuring Emergo, c'est vrai. Attends, juste, les films à l'époque, ils étaient diffusés dans un cinéma ou comment ça se passe Non, mais même son plus gros gimmick, The Tingler, il a fait installer des fauteuils dans plein de cinémas. Non, c'était des takes... c'était engageant économiquement. Après, voilà, il précise pas. Si ça se trouve, Emergo, il l'a fait 3 fois, tu vois, mais je pense pas, honnêtement. Ce qui me tue, c'est qu'il Emergo, il c'est le un présente... peu le clou du spectacle, j'imagine. Bah, c'est ça. Non, je te jure, c'était plutôt... Il pensait donc. C'était inclus dans le budget du film. Ok, comment on va faire ce gimmick partout aux États-Unis. Après, pas à l'international, forcément, mais... Il présentait Emergo comme le gimmick mieux que la 3D. 4D. C'était de la 4D, ouais. Et le jour apparemment du premier essai à San Francisco, le squelette, il est tombé dans le public de gosses qui sont devenus complètement zinzin. Et ça a fait parler. Et même si Emergo a pris genre 3 essais à vraiment fonctionner correctement, le film sera un succès commercial. Et même, et Castle retournera à San Francisco pour remercier les gamins qui ont fait vraiment exploser son film en leur distribuant des cigares dans la file pour le film 1959. Et dans le documentaire Spine Tingler, John Waters raconte le squelette, je sais pas imiter John Waters, le squelette sortait très doucement, donc il y avait plein de temps pour lui jeter des trucs dessus. C'était l'anarchie des enfants, une expérience partagée de show business complètement barrée, et c'était critic proof, donc à l'épreuve des critiques. Les gens allaient forcément en parler et les enfants racontaient « J'ai vu ce film avec un squelette suspendu à un câble qui passe au-dessus de ta tête. » Personne n'allait demander si le film était bien. Castle, moi j'ai envie de... Même toi t'as envie d'y être. Franchement, il a des gimmicks, tu vas voir. Tellement mieux. Celui-là, ça avait vraiment l'air d'être trop la loose. Après, ça devait... Moi aussi, j'ai envie de balancer des trucs sur... Moi, ça me fait penser au... Tu sais, dans les manèges, quand on était enfant... Oui, qu'il faut attraper le... Ouais. Et Castle a dit nous avons eu un grand succès avec les spectateurs. Ils crient, ils hurlent, ils ont beaucoup aimé. C'est amusant de regarder le public. Ils font un film. J'ai écrit les publics, ils font un film parce que en anglais il dit audiences. Et j'aime bien ce truc de Castle qui est en mode il y a plusieurs publics et j'ai juste peut-être aucun vocabulaire en français, je sais pas. Mais... Et à la même période naît sa deuxième fille. Voilà, et là, toujours en 1959, c'est toujours la même année, what the fuck. Après, bref, je sais pas si c'est lui qui a raconté n'importe quoi. En 1959, il fait un de ses films vraiment les plus célèbres, aussi avec Vincent Price. Je sais où ça va. The Tingler. Yeah. Yes. The best movie ever made, d'après John Waters. Donc, c'est l'histoire
le tingler, c'est une espèce de homard qui s'accroche à la colonne vertébrale de ses victimes et qui est alimenté par leur peur. Et on aurait en fait tous un tingler en nous. Et plus on a peur, et le seul moyen de paralyser ou faire fuir le tingler, c'est de crier quand on a peur. Et si on crie pas, il se serre autour de notre colonne vertébrale jusqu'à potentiellement l'écraser et nous faire mourir de peur. Donc c'est l'histoire du personnage de Vincent Price qui est un chercheur qui est persuadé d'avoir un peu compris ce que c'était le tingler, mais il veut le voir en vrai, mais il faut qu'il saisisse quelqu'un sur le vif qui est en train de mourir de peur. Ça tombe bien, il tombe sur l'exploitante d'un cinéma muet qui est, elle, sourde-muette, et donc il provoque malencontreusement sa mort et exerce une autopsie complètement illégale dans son salon sur elle pour retirer le tingler de son Avec dos. son mari qui est là. Avec le mari qui est là. C'est genre, littéralement, il lui annonce, il lui amène sa femme en disant oui, elle est vivante. Enfin, je crois qu'elle est vivante. Il lui fait non, elle est morte. Et 2 minutes plus tard, il est en train de l'ouvrir devant lui pour récupérer le tingler. Et sauf que il prend le tingler, mais en fait le tingler se sauve et se libère dans le cinéma de film muet et va fricoter dans les pieds du public. Et c'est là qu'intervient le nouveau gimmick de William Castle qui s'appelle Percepto, qui était une idée de sa productrice associée qui s'appelle Donna Holloway. Et est-ce que tu penses qu'il a réveillé Hélène quand il a eu l'idée du gimmick ? Oui. Course. Of course. Et donc, en fait, c'est ça, le tingler se balade dans le cinéma et ensuite la bobine dérape pour de faux et l'écran devient blanc et il y a l'ombre du tingler Noir. qui est une espèce... Oui, non, oui, blanc, on le voit passer. Oui, mais après, il passe devant l'écran. C'est vraiment une espèce de homard en carton, genre personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Et il passe devant le projecteur, puis l'écran s'éteint et la voix de Vincent Price annonce que le tingler est dans la salle. Ladies and gentlemen, ne paniquez pas, mais hurlez, hurlez pour sauver vos vies. Le tingler est en liberté dans le cinéma. Puis, quelques fauteuils spécialement conçus pour le film envoient des petits courants électriques à de pauvres spectateurs qui hurlent. Et notamment, il paraît qu'une femme était engagée pour s'évanouir pour de faux, genre pour se lever et genre faire « Ah, mon Dieu !» C'est plus élaboré que ce que je pensais. C'est parce que dans la bande, il y a encore des sons oui, il y a des gens qui hurlent. Des sons et du coup, je me dis, c'est pour ça le noir sale, on entend des cris, on sait pas si ça vient de l'écran ou pas, et ça encourage les gens. Non, ça a buzzé. Alors la légende dit que c'était des courants électriques, mais c'est pas vrai, c'était plus des vibrations, ça faisait bzz, 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 bzz. Et John Waters, il raconte qu'il cherchait, en fait, on le raconterait comme les gens à l'époque, dans les années 60, 50, ils étaient tellement surpris. Mais non, John Waters, il regardait sous le fauteuil pour essayer de s'asseoir sur le fauteuil qui allait vibrer. Il était déçu quand il l'avait pas. Il y avait certains gamins qui n'avaient pas été buzzés, qui revenaient voir le film pour être buzzés, tu vois. Et pour la petite histoire, à Boston, les fauteuils de The Tingler avaient été installés 1 semaine avant la sortie du film. Et il y a un projectionniste qui les a testés sur le public, exclusivement féminin, de The Nun's Story, qui est une histoire de nonne avec Audrey Hepburn. Et pendant une scène de prière, il a buzzé le public. Bref, je trouve ça un peu rigolo. Et notamment, c'est aussi la période où vraiment William Castle, là, il a vraiment repris un gimmick de Alfred Hitchcock, pour le coup, qui était... Les bandes annonces, c'était pas forcément des extraits du film, c'était lui, sur le tournage du film, qui se lève et qui dit « Bonjour mesdames et messieurs, le film que vous allez voir la semaine prochaine s'appelle The Tingler. Vous allez vivre des sensations jamais vécues auparavant. » Et donc là, il commence à vraiment se mettre en scène, et même il avait une séquence au début du film dans laquelle il apparaissait pour dire « Vous allez vivre ça, hurler, c'est la seule manière de vous en sortir. » Il commençait vraiment à devenir une image de marque. Petite précision, vraiment Castle, en fait, c'est drôle parce qu'il est devenu le roi du gimmick, mais c'était pas du tout le premier à l'utiliser. Enfin, il y avait en 1931, la production de Frankenstein avait installé une ambulance à la sortie du cinéma, des infirmières dans la salle. Il y avait une femme aussi qui se levait systématiquement en hurlant. La 3D, elle existait depuis les débuts du cinéma muet. Tu vois l'odorama aussi de polyester en fait donc pour le coup c'était odeur de paix, de voiture neuve, de colle, mais le concept d'odeur diffusée au cinéma, ça date du XXe siècle. Et en 1960, à la sortie de Psychose, il y a même Hitchcock, c'est un peu après du coup, qui avait aussi utilisé un gimmick où il voulait tellement être sûr que personne révèle la fin de l'histoire que tant que le film était en train de jouer, personne n'avait le droit d'entrer dans le cinéma parce qu'il avait peur que les gens regardent.
Et il a aussi notamment acheté des milliers d'exemplaires du livre dont apparemment est issue l'histoire de Psychose pour être sûr que les gens le lisent pas. Je trouve ça absurde. Il aurait tellement détesté les réseaux sociaux. De ouf. Arrêtez, Non, arrête, spoil. non, stop, arrêtez. No spoil. Je peux juste dire à quel point c'est marrant quand même, genre que tu dises genre ils avaient installé des ambulances et des trucs. Quand tu vois le film, genre c'est incroyable, c'est genre t'arrives pas à imaginer qu'il y a un moment où les jumpscares avaient pas été inventés. Genre t'as toute une scène qui lead jusqu'à un jumpscare et il y a pas de jumpscare. Genre T'étais là, ah shit, give me a Mais jump quoi- scare. mais je sais pas, genre quand la femme est en train de mourir de peur là, Ouais. genre d'ailleurs il y a un autre gimmick, j'ai l'impression aussi La avec couleur. la couleur rouge, Trop j'imagine que ça a stylé, cette été colorisé après. Genre le sang Ouais, est je rouge pense. dans cette scène et il y a toute une baignoire de Ouais, sang avec très une main stylé. qui sort. Très stylé. Donc ouais, ça nous Ouais. build bien l'attention. Tout ça pour que le dernier clou dans le cercueil, sachant qu'elle vient de voir ça, elle vient de se faire poursuivre par un mec avec un couteau, elle est enfermée dans sa salle de bain. Mhm. Et le moment où elle meurt, c'est quand il y a l'armoire à pharmacie qui s'ouvre et dedans elle voit son propre certificat de décès où elle est morte de peur. Et là, elle commence à mourir super lentement. Mais à la fois, ça fait hyper sens. Ça colle de ouf. Parce que en plus, c'est une espèce de, je trouve, référence à son gimmick d'assurance. Oui, bien sûr. Oui, donc le film a bien marché. Voilà, Castle était bon en show business. Il se déclarait notamment admirateur de celui qu'on désigne parfois comme l'inventeur de la pub. Et je veux qu'on fasse un épisode sur lui aussi, P.T. Barnum, qui était un personnage assez extravagant et détestable. En gros, C'est lui, Lemon. c'est lui qui a remplacé son acteur noir en blackface parce que son acteur s'était échappé Ah, c'est. parce que c'était un esclave. Bref. Mais bon, Castle, c'était un producteur parfait dans le sens où il était extrêmement radin. Il dit « Je prévois chaque plan pour qu'il coûte un minimum. Il faut que la dépense ait lieu devant la caméra, pas derrière. Si vous y arrivez, si vous connaissez votre métier, vous pouvez produire un film de 100 000 $ et lui donner des airs de 3 ou 400 000 $. Ces économies lui donnaient de l'autonomie, mais apparemment, il payait aussi complètement au lance-pierre, voire il payait pas. Genre, il payait mal, quoi. C'est le secret pour réussir. C'est le secret. Bah, On le voit encore basically. aujourd'hui. Basically. Et ensuite, j'avance. En 1961, il accomplit son meilleur gimmick. C'est mon gimmick préféré pour le film Homicidal. Et ça s'appelle le Fright Break. Oh, non, pas le Fright Break. Mais il a pas mis de O pour cette fois. Le Fright Break. Donc, c'est un film d'épouvante avec une histoire d'héritage. J'ai pas trop suivi. Je l'ai pas vu celui-là, sorry. Donc vous vous souvenez de l'assurance vie de macabre. Castle gardera ce ton très américain type assureur qui donne l'impression aux gens qu'ils ont un choix à faire pour mieux leur donner envie de consommer son produit. À l'entrée du cinéma, on pouvait lire Money Back Guarantee. Donc le concept, c'est que quiconque avait trop peur pour regarder le film en entier pouvait se faire rembourser la séance. C'est hyper smart parce que le premier réflexe serait de se faire rembourser parce que c'est mauvais ou parce qu'on a juste envie de l'avoir, tu vois, en mode « Ah, tu veux m'amener ?» Sauf que là, il faut que tu admettes que tu n'as pas osé regarder la fin du film. Et d'ailleurs, c'était du coup la crainte des exploitants. Ils étaient en mode « Mais les gens, ils vont tous se faire rembourser la séance. » Mais en fait, le gimmick lui-même, il a complètement neutralisé ce danger-là. Donc 2 minutes avant la fin du film, il y a la protagoniste qui s'approche d'une porte ouverte sur l'ombre. Soudain, à l'écran, par-dessus cette image, alors que le travelling avance vers l'ombre, apparaît une horloge qui compte 45 secondes. On entend le bruit, donc c'est une horloge dessinée en transparence comme ça, et on entend le bruit d'un cœur qui bat, et il y a la voix de Castle qui annonce « Ceci est le Fright Break. Entendez-vous ce bruit ? C'est un battement de cœur, un cœur terrifié. Bat-il plus vite que le vôtre ou plus lentement ?» À ce stade, on est à 15 secondes. Ce cœur va battre encore 25... Genre, il laisse même pas le temps, tu sais. Ce cœur va battre encore 25 secondes pour permettre à quiconque a trop peur pour voir la fin du film de quitter le cinéma. Plus que 10 secondes et nous entrerons dans la maison. C'est maintenant ou jamais. 5, 4... Vous êtes un public courageux. 3, 2, 1... Et l'horloge disparaît et la femme ouvre la porte. Mais c'est pas tout. Castle faisait peindre, donc ça c'était le moment où les gens pouvaient sortir. Et à ce stade, il restait 2 minutes de film, genre. Et c'est décevant.
Attends. qu'il y a derrière. Ah. Ah, je sais pas, j'ai pas vu. En même temps, si mais on te sûrement. hype comme ça, genre, Sûrement. tu vas avoir trop peur, tu vas avoir. Castle faisait peindre, Castle faisait peindre en jaune des traces de pas tout le long des rangées de sièges jusqu'à la sortie de la salle, puis jusqu'à la caisse. Et au-dessus de la caisse, un panneau affichait Coward's Corner, donc le coin des lâches. Et les gens qui demandaient un remboursement devaient signer un papier jaune qui disait « Je suis une grosse poule mouillée ». Enfin, I'm a bona fide coward. Et à côté de la caisse, il y avait une infirmière qui offrait des prises de tension aux cowards, alors qu'une voix enregistrée répétait « Ces poules mouillées sont trop heureux pour regarder la fin de Homicidal, regardez-les trembler dans le Coward's Corner, espèce de poule mouillée, espèce de poule mouillée ». C'était l'occasion de ressusciter le mot poule mouillée, cette traduction. Puis les traces de pas jaunes se transformaient en lignes jaunes qui longeaient le trottoir à l'extérieur le long de la file de spectateurs pour la séance suivante, avec écrit « Cowards keep walking ». C'était vraiment genre l'humiliation. Le shaming. Et ce que j'aime, c'est que... donc j'ai parlé plutôt un peu du gimmick de Alfred Hitchcock, un an à peine en fait avant Homicidal, et Castle a beaucoup fait référence à ce gimmick, notamment pour dire Alfred Hitchcock, qui a été un rival, il dit ça pour rigoler, hein, avec un air rigolard, avait ce film Psychose pendant lequel personne ne pouvait entrer dans le cinéma. Il gardait tout le monde dehors, mais moi je ne suis pas fou, moi je voulais les garder à l'intérieur. Donc, pour protéger son plot twist, il se contentait de menacer le public en disant « Ladies and gentlemen, s'il vous plaît, ne révélez pas la fin de Homicidal à vos amis, car ils vous tueraient, et s'ils ne le font pas, c'est moi qui vous tuerai. » Simple et efficace. Les entreprises devraient faire ça. Vraiment, vraiment, je vous tue. En 1974, le film The Beast Must Die empruntera délibérément le Fright Break à Castle avec un Werewolf Break qui laisse le temps aux spectateurs de discuter qui est le loup-garou. C'est ce qui a inspiré Loup-garou avec Franck Dubosc. L'univers, everything makes sense. Everything makes sense. Tout est connecté. À ce stade, William Castle, c'était vraiment une marque déposée. Il apparaissait vraiment dans tous les films, dans toutes les bandes annonces. Il était sa propre entreprise dans Columbia et il avait même une entreprise sur le côté qui s'occupait de vraiment merchandiser son nom, quoi. Le film d'après, ce sera 13 Ghosts, pour lequel le gimmick, ce sera Illusiono. C'est est-ce que vous croyez aux fantômes? Et donc, il donnait une espèce de paire de lunettes, pas 3D, mais avec une barre rouge, une barre bleue. Si tu regardais dans le bleu, soi-disant, tu voyais pas les fantômes, mais si tu regardais dans le rouge, les fantômes apparaissaient. En vrai, c'était un peu, tu les voyais un peu moins bien, quoi. Mais c'était un peu aussi ce truc de genre, choisis si tu veux voir les fantômes ou pas. Le choix tout le temps. De base, il avait eu une autre idée. Il a acheté une maison en France qui avait l'air d'une maison hantée, qui avait une clé. Et il a dit, je vais faire des milliers de clés que je vais distribuer dans les cinés. Et la personne qui tombe sur la bonne clé et qui trouve la maison, il gagne la maison. Mais ça, c'est pas fait. Ensuite, il aura Mr. Sardonicus. Est-ce que tu penses qu'il y aura encore un gimmick? Parce que moi, à ce stade, dans ma prise de notes, je fatiguais. J'avais envie qu'il prenne des vacances. Il y avait trop de gimmicks. Ah oui, c'est ça. Sardonicus, c'est l'histoire d'un homme qui pille la tombe de son père pour récupérer un billet gagnant de loto dans sa poche. Et traumatisé par cet acte, il reste paralysé dans un sourire macabre. C'est une espèce de Joker dont il fera tout pour se débarrasser. L'idée du gimmick vient à Castle lors d'une embrouille avec Columbia qui lui demande de changer la fin qu'il trouve trop dure. Donc Castle il dit ok, il tourne 2 fins, une dramatique qui punit le méchant Mr. Sardonicus pour le mal qu'il a causé et une plus légère où il se répand et guérit de sa paralysie. Le public reçoit à l'entrée du cinéma un punishment pole, c'est le gimmick, c'est le punishment pole, c'est-à-dire un papier avec une main en thumbs up et dans un sens c'est écrit this side up for no mercy et this side up for mercy, et juste avant le dénouement du film, il y a Castle qui apparaît à l'écran et qui annonce « Et c'est ainsi que se termine l'histoire. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Mais Monsieur Sardonicus a-t-il été assez puni? N'êtes-vous pas d'accord avec moi si je dis qu'un scélérat de la sorte devrait souffrir et souffrir encore et encore ?» Et quand il dit des trucs comme ça, c'est toujours en souriant. Il gratte toujours cet endroit de ah, on aime bien quand les gens souffrent. Tu sais, du sang, hein. Vous voulez du sang. Hein. Et il sait que c'est aussi parce que ça choque. Enfin, tu vois, les adultes comme lui aiment pas ça, mais les enfants aiment.
Tu sais, c'est un peu ce genre d'oncle sympa, tu vois. Regardez ce qu'il a fait à sa femme et à ses jeunes femmes. Il les torture avec des sangsues. Et ces sangsues, je pense qu'une punition ordinaire serait trop faible pour un Sardonicus. Si vous êtes du même avis et que vous ne voulez lui accorder aucune pitié et le punir comme il le mérite, alors tenez votre pancarte ainsi, avec le pouce vers le bas. Si au contraire vous êtes du type « je ne ferai pas de mal à une mouche », une de ces âmes bonnes et douces, qui laisserait Mr. Sardonicus s'en tirer, vous devrez tenir votre pancarte avec le pouce vers le haut. Nous voilà prêts à voter. Miséricorde ou punition? Levez bien vos pancartes, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Et là, il regarde vraiment dans la salle. S'il vous plaît. Ah, c'est bien mieux. La dame au 9e rang, un peu plus haut. Le petit garçon dans le fond, pouvez-vous vous asseoir pour que je puisse compter les cartes derrière? Voilà, il fait semblant de regarder, il fait semblant de compter. Et ensuite, c'était systématiquement la scène de la punition qui gagnait, tant et si bien qu'on ne sait pas aujourd'hui. En fait, il n'y a même pas, personne ne connaît, il n'y a pas de fin alternative, mais lui, dans son autobiographie, il jure qu'il y en avait une. C'est juste que les gens choisissaient toujours... Et il pouvait le voir à travers son écran magique. Voilà, exactement. Bah, en théorie, ce qu'il dit, c'est que l'exploitant comptait et décidait à ce moment-là, mais que juste, ils ont passé apparemment la fin alternative 1 ou 2 fois, mais presque pas. Et là, on entre dans sa période post-gimmicks, parce que là, il est fatigué, et nous aussi. Il veut donc miser sur... En fait, ce qui est drôle, c'est qu'il est toujours à la course de... Qu'est-ce qui va faire venir les gens? Donc, s'il veut faire une pause des gimmicks, qu'est-ce qu'il lui faut? Il faut une star. Et donc là, je vais passer un peu, mais il réalise Straight Jacket, qui est une histoire de tueuse à la hache. J'aime bien sur l'affiche, c'est écrit Straight Jacket vividly depicts axe murders. Donc avec Joan Crawford, qui est vraiment une superstar. Qui a joué à ce moment-là vraiment juste avant dans Whatever Happened to Baby Jane. Du coup, elle a déjà cette aura un peu de sorcière. Et donc, voilà, il a pensé à faire un gimmick pour ce film parce qu'il a contacté Gillette, la marque de rasoir, et il leur a dit « Vous voulez pas qu'on fasse une collab thème décapitation ?» Il lui aurait raccroché au nez et il n'y aurait pas eu de gimmick. Mais ça a bien marché parce qu'il y avait Joan Crawford qui était dans l'histoire. Donc là, voilà, ça marche bien. Il a fait un bon film avec une grande actrice, machin. Il pourrait surfer là-dessus. Il se dit, ok, les stars, ça marche. Donc là, tu penses, il va surfer sur cette nouvelle, surfer là-dessus et écrire un bon film. Oui. Là, il fait sa pire idée. The Candy Web, 1963. Castle fait l'opposé. Il va imaginer un des gimmicks les plus conséquents de sa carrière. C'est The Candy Web ou 13 Frightened Girls. Où il va carrément confondre le scénario et le gimmick, accroche-toi bien. C'est l'histoire de 13 filles de diplomates dans un internat à Londres. Elles cachent chacune des secrets volés à leur père et commencent à se les échanger, transformant ainsi l'école en une sorte de centre d'espionnage international. L'idée de Castle pour ce film, c'est qu'il voulait non pas une star, mais 13 stars. Et donc, il a fait des collabs avec des journaux et des compagnies d'aviation un peu à l'international, qui ont organisé des concours pour élire des jeunes filles qui pourraient jouer dans le film. Et donc, chaque pays a envoyé une actrice pour jouer dans ce film international. Et il aurait filmé, j'ai pas trouvé sur Internet, mais il aurait filmé une intro par fille. Et donc par exemple en Suède, ce sera l'intro avec la fille, la suédoise, qui dit « Yep, that's me, and those are my friends, et nos darons sont des diplomates. » Et il va diffuser ça en Suède, et il va faire l'ouverture avec l'actrice suédoise. Et du coup, il aura 13 stars. Bon, donc c'est des actrices internationales, sauf l'actrice libérienne qui est américaine. Je me demande, j'ai pas trouvé, mais je me demande s'il a fait une avant-première au Libéria quand même. Mais j'ai l'impression que non. Franchement, ça a l'air gratiné. Bref, ensuite, à partir de ce moment-là, il va réaliser 2 comédies, Zots et I Saw What You Did. Et voilà, bien installé, tout ça. Et arrive en 1968 une grosse aventure de sa vie qui dénote complètement du reste de sa carrière. Parce que, donc, il est un peu sorti de sa période gimmick et il achète les droits d'adaptation d'un livre que vraiment tout le business s'arrache tellement il est parfait pour l'écran. Et ce livre sera un chapitre assez important de sa vie et même de l'histoire du cinéma d'horreur, qui en fait enterrera un peu le cinéma qui lui l'a fait percer. C'est Rosemary's Baby. Oh. Ouais.
Alors là, on ouvre un gros morceau. Donc Rosemary's Baby, ce qui est particulier, c'est que donc 68, c'est la fin du Code Hays et c'est le début du nouvel Hollywood. Donc les réalisateurs, ils font des trucs plus sombres, plus osés. Donc c'est vraiment le contraire de ce que Castle a fait tout ce temps, tu vois. Et de base, Castle voulait le... Donc on lui fait lire le script, il est là, c'est incroyable. Il y a besoin de rien changer, c'est prêt pour le cinéma. Il arrive à l'acheter et il veut le réaliser lui, mais on lui propose un peu Polanski. La manière dont il raconte l'histoire, c'était un peu la condition. Ok, tu veux le film, ce sera avec Polanski en gros. Ce qui fait chier, mais j'ai juste envie de hate Polanski. Apparemment, il rencontre Polanski, il accepte de le rencontrer. Au début, il le trouve insup et prétentieux. Et finalement, il comprend que le mec est smart et qu'il va faire un bon film. À cette période-là, il a déjà réalisé quelques films. Il a Le couteau dans l'eau, Répulsion, Cul-de-sac et Le bal des vampires. Ils finissent par bien s'entendre et Castle emploie Polanski et c'est parti. Mais c'est lui qui a produit Rosemary's Baby. Donc le tournage sera très long et difficile et coûtera beaucoup d'argent et Castle va vraiment passer tout le tournage à se dire punaise, si c'est moi qui avais fait le film, il aurait coûté la moitié, 3 cacahuètes et il aurait duré la moitié du temps. C'est une galère. Il y a Mia Farrow, elle est mariée à ce moment-là, Frank Sinatra qui est là en mode je veux que ma femme joue dans mon film, votre film prend trop de temps, arrêtez votre film et renvoyez-la moi. Et elle dit non, moi je veux rester pour finir ce film. Polanski, il fait que tirer sur la corde, mais à juste titre. Hein, il a fait un bon film au final, mais c'est vraiment une expérience assez nouvelle pour William Castle qui a l'habitude d'économiser sur la qualité du film. Et là, c'est le contraire qui va se passer. Ce sera un tournage très fatigant qui coûtera beaucoup d'argent. Mais finalement, Castle produira un des films d'horreur vraiment pivot du nouvel Hollywood, qui est un mouvement qui finalement remplacera le cinéma qui vraiment l'a rendu célèbre. Il parle de Rosemary's Baby comme d'un film qui est une espèce de... qui a eu en fait une malédiction après, parce que lui, après la sortie du film, il a reçu des milliers de lettres de menaces de Kato qui lui disaient basically qu'il allait se faire assassiner et qu'il pouvait crever sur dans les flammes de l'enfer. Mais à tel point qu'il raconte que ça l'inquiétait un peu. Et à partir de là, il a vécu vraiment une année de galère de santé où il a enchaîné les comment ça s'appelle quand t'as un caillot de pipi là ? Les calculs rénaux, des galères. En simultané, il y a le compositeur du film qui est mort dans un accident débile. Un pote à lui qui l'a poussé dans des escaliers et même ce pote est mort quelques temps plus tard. Enfin, beaucoup de morts autour du film. Et en 69, donc... c'est un peu le gimmick du film. C'est un peu le gimmick du film. Et tu connais l'histoire, un an plus tard, en 69, donc un an après la sortie du film, alors que Castle est à peine en train de se remettre, une des séries de meurtres les plus célèbres des États-Unis a lieu. Sharon Tate, donc la femme enceinte à l'époque de Polanski, le réalisateur, est assassinée violemment par la famille de Charles Manson. En plus, il y a un truc hyper creepy, il y a d'autres personnes qui sont assassinées, notamment... une femme qui s'appelle Rosemary. Enfin bref. Mais c'est un peu... Voilà, il met l'accent sur le fait que Rosemary's Baby est un film maudit, cursed. Mais bon, de lier ça à ce meurtre, c'est un peu tiré par les cheveux peut-être, même si je viens de le faire. Oui, bon, enfin, c'est comme ça que c'est fait la narration autour du film aussi. Enfin. Et là, j'avais fait j'avais fait un petit passage sur Polanski. Parce que du coup, je regardais ça et je me disais putain, Polanski, sale merde. Et j'étais là, mais qu'est-ce qu'il a fait quand même ? Et vous inquiétez pas, je vais donner absolument aucun détail qui nous mettrait tous mal à l'aise, enfin qui nous mettrait tous mal. Mais j'ai bien retrouvé les détails. Il est accusé de viol. En fait, il a été accusé de viol, mais c'est même pas un truc du type. Non, mais pour l'époque, ça passait. Genre, il a été accusé de viol et condamné pour la justice en 1979. Non, pas en 1977. Et il est parti se planquer. Il est parti se planquer, ouais. Et en 1979, il se passe un truc qui m'a fait un peu marrer quand même. Au micro, donc il était en France, il est à la télé au micro de Jean-Pierre Elkabbach, réfugié en France car poursuivi par la justice américaine. Polanski, à ce moment-là, admet vraiment, la vidéo est connue, il admet ouvertement sa préférence pour les jeunes filles et décrit sans honte la loi américaine qui place la majorité sexuelle à 18 ans.
selon les États et qui implique donc que la moitié de la population américaine est donc hors la loi et donc finalement il n'a rien fait de mal, hein, c'est les Américains qui n'ont rien compris. Il a toujours assumé d'ailleurs ses penchants pour les jeunes filles, rien de nouveau sous le soleil. Mais dans cette interview, Polanski affirme, il dit presque avec fierté, non mais je suis pas le seul réalisateur à avoir eu des ennuis de cet ordre avec la justice. Charlie Chaplin, Errol Flynn. Et là, j'étais là, comment ça, Errol Flynn? Et du coup, j'étais là, mais Errol Flynn, le Cinematic Universe de notre épisode s'étend. Et en fait, Errol Flynn, vraiment, c'était un zinz. Et juste pour la petite histoire, tu sais comment il a rencontré sa deuxième femme? Il était au tribunal, accusé pour viol sur mineur. Et il a fait une pause pendant son trial. Et pendant sa pause, il est allé acheter des clopes. Et la meuf qui vendait des clopes dans le tribunal, c'était sa future femme qui avait 19 ans alors qu'il en avait genre 40. Et un an plus tard, il a pas eu de soucis. Il a été, il n'a pas été accusé et pas condamné. Et ils se sont mariés. Et c'est elle qui était enceinte sur le bateau et dont il parlait trop mal. Fin de la parenthèse pédo. Oui, tellement romantique. Tellement romantique. Vous êtes rencontrés où? C'est ça, vraiment. Ensuite, à partir de là, j'ai pas envie de parler de ce film. Il a fait Shanks en 1974. Je sais pas comment Marcel Marceau s'est retrouvé sur son chemin. Mais la star du film d'après, qui est une espèce de comédie grotesque, macabre, c'est Marcel Marceau, qui en fait était fasciné par Rosemary's Baby et qui a dit à Castle, est-ce que tu peux me faire un Rosemary's Baby? Sauf que genre ce film m'a traumatisé, Sébastien, genre c'est l'histoire d'un mec, c'est un clown muet, il est sourd-muet et genre il trouve un moyen grâce à l'électricité de faire des espèces de marionnettes avec les cadavres des gens, mais le maquillage est trop horrible, on dirait genre les Guignols de l'info ou Téléchat mais version ratée. Genre j'ai une bonne tolérance au creepy mais là version ratée de Téléchat. Téléchat, c'est peak cinéma. Et ce qui me tue, c'est que ce film est vraiment pas bien. Et à la fin du tournage, Marcel Marceau aurait demandé à Castle, so honnête Bill, penses-tu que Shanks sera un meilleur film que Rosemary's Baby? Mets Téléchat à la place. Genre, mais Téléchat, c'est vraiment bien, mais mets les Guignols de l'info à la place. Il dit, j'en doute, Marcel. Mais nous avons essayé tous les deux, n'est-ce pas? En effet, Marcel. Maybe the real good movie was the one we made along the way. Et puis son dernier film, c'est Bug. Il aurait pu finir un peu chill, mais c'est une histoire de cafard qui sort. Je pense qu'il n'avait pas prévu que ce soit le dernier, si. Peut-être pas. Non, il est mort assez tôt. Hein. Il est mort quelques années plus tard, en 77. C'est une histoire de cafards qui sortent de la terre après un tremblement de terre. Ils crachent du feu par les fesses et ils bouffent des humains pour grossir et prendre le contrôle de la terre. Et ils écrivent des menaces du type « We live » sur les murs. Je suis en train d'imaginer sa femme en train d'écouter ça à 4h du matin. Et là, il y a des cafards qui sortent. Attends, ils écrivent quoi? We live? We live. We live, oui. Avec leur corps. Bref, puis il y a eu un gimmick où ils ont peint des mouches en couleur. Puis ensuite, il a soumis Hercule, la star des cafards, à une assurance vie pour toute la durée de la tournée. Ouais, passable. William Castle meurt en 1977, l'année de sortie d'Eraserhead et de Suspiria. En conclusion, j'aimerais finir sur un essai que j'ai trouvé d'une professeure qui s'appelle Kate J. Russell, qui est une chercheuse au Canada. Et dans son essai Showmanship, Gimmicks and Mayhem, elle commente un hommage de John Waters à William Castle. Et je me suis permise de faire une petite traduction en français. Elle raconte. En 1983, John Waters rédigeait une ode à William Castle, qui peut être lue comme un éloge post-mortem à un cinéma qui privilégiait les coups marketing, les gimmicks et une expérience théâtrale. J'ai dit théâtrale parce que theatrical experience. Mais ça fait maison hantée ces trucs. Ouais, je sais pas comment dire en anglais. Une expérience théâtrale, donc cinématographique, mais de la salle de cinéma, carnavalesque, plutôt que de la simple évaluation critique du texte du film. Si je l'avais trouvé au moment où j'écrivais mon mémoire, oh my god, l'histoire aurait été bien différente. Son essai, donc... Je pense que ça aurait changé le cours de l'histoire. Ouais. Je pense, ouais.
qui décrit donc l'essai de John Waters, qui décrit une industrie du cinéma où le terme showmanship semble avoir disparu du vocabulaire des magnats du milieu, réécrit l'histoire du cinéma à partir de l'expérience de la salle. Il dénigre Sergei Eisenstein, celui qui a fait Le Cuirassé Potemkin, et Jean-Luc Godard, qui n'auraient pas utilisé les gimmicks appropriés à la promotion de leur film, donc selon John Waters, leur demandant avec malice si l'un d'eux aurait osé se rendre à l'une de leurs premières dans un navire de guerre ou une voiture accidentée, pour Jean-Luc Godard. À leur place, il fait l'éloge de Castle pour son immersion dans ses propres campagnes promotionnelles, lui qui, dans un style particulièrement macabre, si j'ose dire, s'était rendu à la première de son film d'horreur de son premier film d'horreur indépendant, Macabre, en corbillard. Waters présente Castle comme la figure de proue d'une lignée de maîtres de la publicité qu'il retrace à partir de Kroger Babb, qui a utilisé le ton de l'éducation sexuelle comme cheval de Troie d'une publicité olé olé pour la promotion du film de William Bodin, Mom and Dad, en 1945, jusqu'aux producteurs de The Worm Eaters en 1977, qui firent exactement ce que suggère le titre pour causer du grabuge au Festival de Cannes. Malgré ses concurrences solides, Waters déclare que William Castle était sans aucun doute, le plus grand showman de notre temps. L'emphase de Waters sur Castle en tant que showman plutôt que réalisateur indique la centralité du paratexte dans la compréhension qu'a Waters du cinéma. Cette compréhension du cinéma comme expérience cinématographique, une expérience qui commence avec l'anticipation générée par le matériel promotionnel et les tricks marketing qui précèdent le visionnage du film, place le texte cinématographique derrière l'institution sociale qu'est le cinéma. Le cinéma de Waters privilégie l'espace communal qu'est la salle de cinéma en tant que lieu social et exutoire de plaisir où l'anticipation éclate en cris séditieux, en rires et haut le cœur. Russell d'ailleurs note, et c'est hyper intéressant je trouve, le lien historique presque originel du cinéma avec les gimmicks. Et elle rappelle qu'à ses débuts, le cinéma, c'était le spectacle de l'image mouvante avant même de raconter des histoires. Et qu'on aime encore raconter que certains spectateurs terrifiés sortaient en courant de la projection de l'arrivée en gare des Frères Lumière. Mais selon l'ouvrage de Tom Gunning sur les spectateurs des débuts du cinéma, les gens ils fuyaient pas, mais ils restaient ébahis, plus attentifs au fait d'assister à un spectacle nouveau qu'à l'histoire elle-même en fait. Ils étaient là en mode en même temps, si c'est un train, vraiment, oui, facile. J'aime bien il dit « They were aware of the act of looking ». L'influence de Castle est large et nombreux sont les réalisateurs qui le créditent pour leur carrière. Robert Zemeckis, John Landis, Sam Raimi, John Waters, Joe Dante, qui en a fait le personnage principal de son célèbre film de 93, Matinee, ou le personnage de Lawrence Woolsey, une sorte d'amalgame de Castle et d'autres figures de l'époque, acte comme une figure nounours-esque des aspects les plus bénins du capitalisme, dont les monstres et les gimmicks agissent comme une espèce de stabilité au milieu de la crise des missiles de Cuba. Dans une tentative de prolonger l'esprit ou la marque de William Castle, sa fille Terry a ouvert un site internet, williamcastle.com, sur lequel elle écrit « William Castle est mort et enterré. Enfin, c'est ce que vous croyez. Mais je n'ai pas pu résister à la tentative de revenir de parmi les morts pour effrayer une toute nouvelle génération. William Castle écrira et produira From the Grave. Si je peux trouver un public assez courageux pour regarder, écouter et lire les divagations d'un homme mort depuis 77, peut-être que ce public, c'est vous, mais seulement si vous osez. » Puis j'ai cliqué sur le lien et ça m'a amené à une page d'erreur 404. Merci Alex. La vie de William Castle. C'était Eh ben franchement, moi je milite pour le retour du gimmick. Genre. Mais le t'imagines si pendant Weapons on avait des gamins qui commençaient à courir dans la salle et non mais en vrai, ce qui me fait marrer rue, et c'est pour ça que je dis l'histoire avec The Long Walk, c'est que il y a des gimmicks tout le temps. En fait, les films d'horreur fonctionnent toujours comme ça. C'est juste, c'est pas tout le temps des trucs qui ont lieu pendant les films, mais tu sais, les gimmicks, même dire que quelqu'un a vomi, c'est un gimmick, tu vois. Dire qu'il y a Nicolas Cage dans ton film et que son maquillage est terrifiant. Mais Nicolas Cage est un gimmick. Oui. Et ouais.
Et puis pour ouvrir, pas de gimmick pour le prochain film qu'on attend avec impatience, qui est Good Boy. Bah si. Oui. C'est littéralement qu'un gimmick ce c'est les film. deux, t'as raison. Moi j'ai peur que ce soit qu'un gimmick. Mais Ah après, non, la tu me bande-annonce dis, a l'air bon. incroyable. Coupure un peu brutale pour cette fin d'épisode car un tingler sauvage est entré dans le studio et nous avons dû hurler pour sauver nos vies, ce qui rend la fin de cet épisode dangereuse pour vos tympans. C'est donc une outro un peu Frankenstein-esque qui clôturera cette deuxième et dernière partie de la vie de William Castle. On espère que ce double épisode vous a plu et qu'on vous retrouvera pour le prochain. À bientôt sur le Scrunch Podcast, le podcast des gens qui prennent du popcorn au cinéma. Keep repeating. It's only a movie. Only a movie. Only a movie. Take as much as you can. Only a movie.